Monsieur le recteur, chères lauréates, chers lauréats, chers collègues, chers membres de la faculté, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'ouverture des cours de l'année académique 2015-2016, qui correspond par ailleurs à la période d'entrée en fonction d'une nouvelle équipe des Canals. J'en profite donc pour saluer de vive voix les collègues et les étudiants de la faculté, de la part de la vice-doyenne Monica Castillo-Yuc, et des vice-doyens Hans-Georg von Harburg et François Vallotton qui ont accepté mon invitation à se mettre au service de l'institution pour la nouvelle législature. Qu'ils en soient sincèrement remerciés. Ça fait encore ce qu'ils attendent. Je salue également tout spécialement les parents et amis venus accompagner un lauréat dont nous consacrons ce soir la qualité du travail ou le succès du parcours, invités parfois extérieurs au monde académique qui, je l'espère, trouveront un intérêt, et cela même avant le cocktail dînatoire qui nous attend vers 19h45, aux discours qui seront tenus et qui visent à aborder le rôle et les spécificités d'une formation en lettres. Je remercie en particulier chaleureusement Manon Chic, directrice d'Amnesty International en Suisse, d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. En tant que chercheur en études cinématographiques, il est évident que je suis porté à prêter une certaine attention aux images, à commencer par celle de cette séance d'ouverture qui, pour la première fois, est intégralement filmée, ce qui, au moment de la mise en place d'un espace Facebook, permettra aux lauréats et aux lauréates de conserver et de diffuser, s'ils le souhaitent, une trace de cet instant, ritualisé mais espérons sans excès, qui consacre leur investissement dans les études qu'ils ont conduites dans notre faculté. Je prendrai également comme centre de gravité de cette allocution introductive une image, celle du carton d'invitation que vous avez reçu, ancrage dans l'espace du bâtiment Anthropole où nous nous trouvons. Il peut sembler surprenant d'y voir figurer une reproduction de la tête en granit d'un souverain égyptien, le roi Ouserkaf. La raison n'en est pas une promotion spécifique des études de l'Antiquité, ça n'exclut pas, mais réside dans un fait concret. Cette tête suspendue entre deux étages nous observe à l'entrée ouest du bâtiment Anthropole, sorte de cerbère bienveillant qui confère quelque prestige au passage du seuil, associe notre entrée dans l'édifice à une atmosphère qui n'est pas sans évoquer, du moins pour ceux parmi les chercheurs de notre faculté dont je suis, qui sont versés dans l'étude d'objets issus de la culture populaire, les dédales de récits d'aventure où le héros, une torche à la main, est toisé par un buste énigmatique au pouvoir surnaturel. Reste à savoir si nous pénétrons dans un musée, une nécropole ou un temple solaire. Vous imaginez bien qu'en cette ouverture d'année académique et au vu de la mention qui apparaît dans l'axe du regard de cette statue, qui tient lieu de substitut de l'observateur, le slogan « Le savoir vivant », qui exprime évidemment l'une des valeurs prioritaires de notre université et qui rend tout à fait compte des objectifs de formation et de recherche de notre faculté, je préfère y voir ce que nous pourrions considérer un peu pompeusement comme un appel lumineux, celui de la connaissance. Au-delà de telles références à un exotisme kitsch, cette tête affirme d'emblée la place de l'esthétique, le goût des belles choses, pour reprendre le titre de l'exposition organisée au musée historique de Vevey par des chercheurs et étudiants de notre faculté. Cette tête est également trace d'une histoire qui n'est pas seulement celle de la 5e dynastie de l'ancien empire égyptien, mais aussi celle de la circulation même de l'artefact. Il s'agit là d'un des moulages qui jalonnent les couloirs du bâtiment et que les enseignants et les étudiants n'ont pas manqué d'apercevoir, même s'ils leur sont sans doute presque invisibles, relégués au statut de mobilier, d'objets du quotidien, dans l'attente qu'on en fasse advenir la présence par la parole. Renseignement pris, ces moulages s'avèrent issus de la 57e édition du Comptoir suisse à Lausanne, en 1976, dont l'architecte n'était autre que Guido Cocchi, le père de 4 des bâtiments de notre campus, dont celui où nous nous trouvons maintenant, Anthropole. Ces moulages furent déposés dans les sous-sols de l'UNIL et refaire surface à l'initiative du professeur Pierre Ducret à l'occasion de l'ouverture du bâtiment, à l'époque nommé BFSH2, en 1987, et furent installés après restauration en 1990. On va revenir sur l'histoire de ce bâtiment, puisque nous entrerons l'année prochaine et l'année suivante, 2016-2017, dans le 30e anniversaire du bâtiment. Donc nous ferons un certain nombre de choses là autour, je vous le promets. Ou peut-être que vous ne serez pas très motivés, mais il n'empêche. Je me suis permis cette parenthèse informative au vu de l'importance accordée, dans la plupart des disciplines de notre faculté, à la contextualisation historique et aux conditions de conservation et de circulation des productions culturelles. Qu'il s'agisse de manuscrits, d'objets du patrimoine, de traductions, d'œuvres picturales, de copies de films ou de données informatiques, et plus spécifiquement à l'étude de manifestations culturelles telles que les expositions. Notre tête d'affiche de ce soir, la face colossale d'Ouserkaf, dont l'égyptologue Jacques Vendier disait à la fin des années 50 qu'elle est la plus belle et la plus ancienne des œuvres royales de la 5e dynastie,
j'ai cherché, vous imaginez bien que je ne sais pas ça par cœur, me servira également de fil rouge pour tisser un lien entre texte et image, en rapport avec un domaine d'études dans lequel on peut dire que la Faculté des Lettres de Lausanne a développé, au croisement des disciplines et grâce à ses partenaires, un pôle de compétences unique en Suisse. Désormais, le terme « lettre » est moins que jamais à prendre à la lettre, celle de l'alphabet, dans un contexte culturel où l'iconique occupe une place primordiale. La pratique du moulage, enfin, soulève cette question, qui fut chère à Walter Benjamin, de l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. La problématique de la reproduction sera d'ailleurs au centre des préoccupations d'un colloque, celui de l'Association internationale pour l'étude des rapports entre texte et image, qui se tiendra en Namur en juillet 2017. Pour rester sur cette image, ou plutôt sur cette image d'image, puisqu'il s'agit d'une photographie de statue, on observe que le visage, qui est lui-même un moulage, mais bon, on observe que le visage a les yeux rivés sur quelque chose situé hors champ, regard souverain et paisible, dirigé vers l'avenir, du moins en Occident dans le sens de la lecture. Cette ouverture sur un au-delà, toujours à définir ou à redéfinir, annonce la thématique sous laquelle, parce qu'elle n'arrive que maintenant, je propose de placer cette allocution, que vous souhaitez courte et que, j'espère, plaisante, la thématique des possibles. Non pas au sens d'une rhétorique politique ou creuse de « tout est possible », que proclamerait une nouvelle équipe des Canals, ce serait non seulement présomptueux, naïf et peu respectueux à l'égard du travail mené par nos prédécesseurs, mais au sens fort du pluriel, j'entends la question des possibles. Quels sont donc ces possibles? Les formations dispensées dans notre faculté ne préparent pas à une activité professionnelle spécifique, ciblée, même si certains programmes de spécialisation de la maîtrise se rapprochent de cet objectif, souvent sous la forme de stages ou de partenariats avec diverses institutions non académiques. Et c'est sans doute parce que cette formation, que nous souhaitons en phase et en interaction avec la recherche internationale, n'a pas pour vocation de se conformer au tracé rassurant des chemins balisés, que certains sous-estiment à tort la participation décisive de nos diplômés dans divers secteurs de la vie culturelle et sociale. Ce serait faire preuve d'un désabusement alarmant que de penser qu'à notre époque du pixel et du SMS, les compétences des diplômés de lettres tendent à devenir superflues. Bien au contraire, la massification de la communication verbale, des messages audiovisuels et de l'archivage de données a rendu plus nécessaire que jamais le recours au savoir, aux aptitudes et aux méthodes des sciences humaines, qu'il s'agisse de tisser des liens entre les langues et les cultures, de connecter le passé au présent pour envisager le futur qui s'exprime, ou plus fondamentalement, de penser les enjeux épistémologiques de ces technologies, de l'usage de ces technologies et des pratiques dont elles ont permis ou favorisé l'expansion. Le terme de débouché, au demeurant assez inesthétique, qui sonne un peu comme un bruit de tuyauterie, suggère que la formation elle-même constitue une sorte de long tunnel obscur dans une logique de passage obligé diamétralement opposée aux valeurs des enseignements de notre faculté, dont l'encadrement entend favoriser l'épanouissement personnel. À la sortie, point de goulet d'étranglement en l'espèce d'un métier taillé sur mesure, mais justement l'ouverture au possible. Comme la formation en sciences humaines délivre avant tout des compétences profitables à tout un faisceau d'activités professionnelles, et donc plus que des savoirs, des outils pour construire ces savoirs, pour les situer dans leur généalogie, pour les envisager comme des connaissances en perpétuel devenir, il incombe aux étudiants d'exercer leur capacité d'analyse aux conditions de possibilité même de leur avenir, suivant l'adage rapporté à Saint-Exupéry, je cite, « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de rendre possible ». Les conditions nécessaires à cette démarche sont offertes par le cursus d'études en lettres dans une pluralité qui n'est pas éclatement, mais multiplication d'ouvertures, de terrains offerts à l'exercice de compétences transverses notamment. Mais revenons à notre ancrage iconique, à ce primat du regard comme expression d'un rapport au monde que les études de lettres contribuent à aiguiser en apprenant à envisager une question sous toutes ses facettes. Multiplier les angles, changer d'axe, au sens d'un axe de pertinence qui permet de filtrer ce qu'il est utile de dégager en fonction d'une perspective donnée. Je regarde si Ouzerkaf me suit, parce qu'on est dans un système de synchronisation. Tourner autour de l'objet en ne se contentant pas d'une vision première, de conclusion hâtive ou de reconduction de poncifs. Relativiser la pertinence des découpages préétablis pour en complexifier les critères d'établissement. Allier souci du détail et capacité de contextualisation, et prendre le temps d'investiguer, ce temps de la lecture et de l'observation, afin de dégager, à partir de constats factuels, des conclusions théoriques. En fait, passer à l'abstraction, mais tout en parant le risque, vécu par le personnage du photographe dans Blow Up d'Antonioni, d'agrandir à ce point l'image qu'elle en devient illisible, que l'objet représenté échappe à l'entendement.
De toute manière, quelque chose résiste en deçà du motif représenté, et c'est tant mieux que de ne pas avoir à négliger ces nervures de la matière, de se confronter aux caractéristiques physiques du support. Car quoi qu'il en soit, toute lecture est interprétation, formulation de possibles, et les cinéphiles ou lecteurs d'Alain Robbe-Grillet parmi nous se souviennent sans doute de ce passage de l'année dernière à Marienbad, où les personnages émettent des hypothèses parfois concurrentes quant à la signification des postures de deux figures d'un groupe sculpté érigé dans le parc, pendant que la caméra semble caresser les corps de pierre dans un mouvement qui semble participer à l'entreprise herméneutique. Les possibles, en effet, sont aussi ceux du récit, un objet partagé par un grand nombre de disciplines en lettres, l'étude des spéculations offertes par la fiction permettant de dégager des enjeux quant à eux bien réels, d'avoir pris sur les imaginaires prévalents dans certains espaces de production et de réception. Certains récits, d'ailleurs, thématisent jusqu'au vertige cette ouverture au possible, à l'instar de la nouvelle éponyme du recueil intitulé « Le jardin aux sentiers qui bifurquent » de l'écrivain argentin Jorge-Luis Borges, recueil qui est plus connu sous le titre conféré ultérieurement de fiction, avec S, dans lequel il est question d'un ouvrage conçu comme un labyrinthe par un docte chinois nommé Xiu Pen. Je cite Borges, « Dans toutes les fictions, chaque fois que diverses possibilités se présentent, l'homme en adopte une et élimine les autres. Dans la fiction du presque inextricable Xiu Pen, il les adopte toutes simultanément. Il crée ainsi divers avenirs, divers temps qui prolifèrent et bifurquent. Dessiner une telle cartographie des possibles, en s'attachant autant à ce que mentionne un texte qu'aux déclinaisons qui ont été écartées par un choix donné, participe à mon sens de l'activité interprétative propre à la recherche en sciences humaines. Le théoricien de la critique génétique Daniel Ferrer, qui se réfère quant à lui au château des destins croisés d'Italo Calvino, précise dans un article rédigé avec Jean-Louis Lebrave qu'il n'y a pas de différence de nature entre les variantes in presentia, qui constituent le texte poétique au sens large, et les variantes in abstentia, qui constituent son histoire. Ces variantes absentes du texte, mais que pourtant elles travaillent, et qui sont à considérer pleinement, représentent autant de possibles. C'est ce dont témoignent notamment les travaux du Centre de recherche sur les lettres romandes que nous évoquerons tout à l'heure à l'aide d'un film, mais aussi de très nombreuses recherches menées dans notre faculté qui envisagent non seulement ce qu'une production culturelle a été, au niveau de sa circulation, de sa réception, mais aussi ce qu'elle aurait pu être à travers la prise en compte de différentes versions, dans une perspective le plus souvent comparatiste. Cette démultiplication des sources est exacerbée à notre époque du big data, où les moyens informatiques permettent de traverser massivement des corpus et d'en dégager constantes et variables. C'est aussi aux technologies numériques que l'on doit l'essor de l'archéologie virtuelle, que Maurizio Forte propose d'appeler cyberarchéologie, recréation en 3D de mondes qui permettraient à notre cher Ouserkaf d'être réinséré dans son environnement. Je me contenterai dans cette présentation, qui n'est ni interactive ni immersive, ce sera le cas pour l'année prochaine, de noter que ce type de projet, souvent mené par des ingénieurs, n'aurait aucun sens si le savoir et l'expertise de spécialistes formés dans les domaines pointus des sciences humaines n'étaient présentes. De manière aussi ludique que Borges, un autre artiste sud-américain, le cinéaste chilien Raúl Ruiz, prend à la lettre le principe des possibles pour l'exploiter sur un plan narratif en intégrant, comme vous le verrez, certaines virtualités dans le récit même du film, de ce film qui s'appelle « 3 vies et une seule mort » et dont, comme vous attendez, il fallait bien qu'il y ait un extrait de film quand même, je vous le présente. Maman, je t'appellerai de la faculté. Je ne répondrai pas. Comment ça? Je décrocherai le téléphone. Mais pourquoi tu fais la tête? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas bien dormi? Reste ici. Tu n'as pas besoin de faire ce cours. Il le faut, maman. Tu sais bien qu'il le faut. Je ne vois pas pourquoi. C'est si mal payé. Mais il n'y a pas que l'argent, maman. Je ne te comprendrai jamais, Georges. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je tâcherai de rentrer plus tôt. Hein? Au revoir. À tout à l'heure. Il est 10h45. Le professeur Vickers monte l'escalier du grand amphithéâtre de la Sorbonne, 10 minutes avant le début de sa conférence d'ouverture des rencontres internationales d'anthropologie négative. Subitement, il s'arrête. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne s'est jamais senti comme ça. Il regarde autour de lui, stupéfait, comme s'il se trouvait là pour la première fois. Puis il fait demi-tour et redescend les marches. Une force étrange
le pousse à traverser la Seine. Une fois parvenu à l'hôtel de ville, il remonte la rue des Archives en direction de la République. Désormais, le professeur Vickers éprouve un profond sentiment de soulagement. Pendant 2 heures, il parcourt les sentiers du Père-Lachaise. La nuit le surprend assis devant le tombeau de Robert Houdin. C'est une nuit de pleine lune. Il fait chaud. Il décide de passer la nuit dans le cimetière et de dormir là. Avant l'aube, un orage éclate. Il ne cherche pas à trouver un abri. Il regarde autour de lui. Il est heureux. Profondément heureux. 2 semaines plus tard, nous le retrouvons à Montmartre. Il est mendiant. Et il est plus heureux que jamais, parce que pour la première fois de sa vie, il a du succès. Loin de moi, bien sûr, l'idée d'inciter mes collègues à se reconvertir dans la mendicité. Ce n'était pas le message ici. C'est évidemment la question de la bifurcation narrative qui est soulignée ici par la voix de Pierre Bellemare, associé dans l'espace francophone aux histoires insolites d'émissions radiophoniques populaires, et qui prend, on pourrait dire fortuitement pour cadre, provisoire d'ailleurs, l'enseignement universitaire, d'ailleurs parodié en l'espèce d'une discipline pataphysique. Mais cette séquence est le lieu d'une des bifurcations narratives de ce film capricieux, dans lequel Marcello Mastroianni interprète simultanément plusieurs personnages qui coexistent dans un même monde, chaque transformation subite et énigmatique s'offrant comme l'exploration d'autres possibles du récit. Le cinéaste s'est exprimé en ces termes à propos de son travail, je le cite: « Personnellement, j'ai cherché à travailler avec des histoires, assez abstraites, je l'admets, utilisant ce que l'on pourrait appeler un modèle pentaludique. » Il faut essayer de l'adapter à la faculté, on verra ce que ça donne. Ou pour le dire simplement, considérant mes protagonistes comme une troupe de dés. Le nombre de côtés sur les dés varie d'une troupe à l'autre. À l'intérieur de chaque dé se trouve un nombre infini de miniatures. Vous voyez que j'ai coupé ici certains passages, mais on est dans une démultiplication abyssale qui n'est évidemment pas négation du récit, mais une forme d'exacerbation du récit, comme on l'a chez Ruiz avec des séries d'enchâssements interminables. Les possibles que j'ai essayé d'évoquer, comme des ouvertures, s'exercent autant à l'intérieur des fictions qu'au niveau de l'approche adoptée par les étudiants et chercheurs de lettres. Certes, la séquence du film de Ruiz que je vous ai montré présente une forme de débouché qui ne satisferait guère un service d'orientation professionnelle, mais le principe d'un décentrement perpétuel qui fonde ce récit se situe au cœur des objets et méthodes, à mon sens, de l'investigation en sciences humaines, à laquelle se sont appliqués, avec rigueur et imagination, les lauréates et lauréats que nous avons le plaisir de récompenser aujourd'hui. Merci de votre attention. Comme vous l'avez constaté dans le programme, la soirée sera ponctuée d'intermèdes musicaux rythmés que nous offre la Morabia, quintet illustrant lui aussi l'éventail des possibles, puisqu'il se compose d'un des membres de notre faculté, Denis Renevet, professeur en anglais médiéval, d'un médecin anesthésiste et non moins clarinettiste, Xavier Clément, d'une flûtiste du Kansas ayant étudié au Conservatoire de Prague, Madame Erika Stalkup, et d'un ingénieur instrumentaliste, Monsieur Claude Perrin-Jacquet, qui, après l'étude du piano et l'obtention d'un certificat de percussion puis de flûte à bec, s'est converti à l'étude du basson. Je les remercie très sincèrement d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté la difficile mission de vous tenir captifs grâce à quelques pièces que vous verrez énergiques.
Merci beaucoup, une atmosphère sautillante qui s'inscrit parfaitement dans une ambiance d'un film de Raoul Ruiz. J'en viens à ce qui s'appelle projection. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Peut-être qu'avec vous avez peut-être l'espoir d'avoir déjà assisté à la projection, mais il y en a une deuxième. En raison de l'implication des sections relevant des sciences historiques dans la conservation et la valorisation du patrimoine, on peut constater que les manifestations culturelles qui doivent leur existence aux membres de la faculté des lettres de l'UNIL sont nombreuses. En tant que lieu de réflexion sur les différentes facettes de la culture, notre faculté est particulièrement prédisposée à transmettre au grand public des résultats de recherche. Un exemple récent de ce type d'activité, de médiation, disons, j'essaie de faire plus court, excusez-moi, de médiation, je ne peux pas arrêter à médiation, le but de la médiation, c'est de relier deux choses. Donc, entre les savoirs académiques et la cité, est l'exemple des activités du Centre de recherche sur les lettres romandes, le CRLR, activité qui assure le rayonnement de la faculté et celui de production littéraire locale. Et c'est un exemple tout à fait emblématique, ce à quoi nous avons pu assister ces derniers jours pour le jubilé du CRLR. Qu'est-ce qui était particulier avec le CRLR? C'est lié au fait que pour les 50 ans du Centre, on a vu une multiplication de productions, la publication d'éditions critiques, la réalisation de films, j'y viendrai tout à l'heure, diverses manifestations à Morges, notamment dans le cadre du livre sur les quais, plusieurs expositions, dont deux consacrées au poète Gustave Roux, l'une à la Fondation Jan Michalski, ouverte jusqu'au 25 octobre, l'autre qui est intitulée Correspondance élective, dont le vernissage a précisément lieu en ce moment à la Bibliothèque cantonale et universitaire de la Riponne. Mon collègue Daniel Maggetti, qui dirige le Centre de recherche sur les lettres romandes, ne maîtrisant pas encore totalement, en dépit des expériences de cette année, le don d'ubiquité, nous lui donnerons la parole in absentia, pour reprendre l'expression que nous avons tout à l'heure, et puis finalement qui vaut aussi pour les variantes textuelles comme celles que le CRLR étudie à partir de ses riches fonds d'archives. Un célèbre sémiologue du cinéma, dont je me retiendrai de parler ici, désignait sous l'expression paradoxale de présence-absence le mode de manifestation des choses et des êtres à l'écran. C'est donc en recourant à des exemples filmiques que je vous propose de saluer ce soir le travail du CRLR, en l'occurrence avec 3 courts extraits. Les 2 premiers sont l'œuvre de notre cinéaste maison, David Monti, regard caméra à couper par la suite. Vous le verrez s'affairer sans doute à filmer les réactions du public à la vision de ses propres films. Et le dernier extrait s'inscrit dans le cadre du projet Impression romande, qui a consisté à mandater 10 étudiants de la première année de la filière cinéma de l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne, pour réaliser chacun un court-métrage personnel sur un auteur roman. Le film que nous avons choisi pour son côté amusant est celui de M. Yatoni Roy Cantu, qui met en scène, dans une partie liminaire, la rencontre qu'on pourrait qualifier de wikipédiée du jeune lecteur qu'il est avec l'œuvre de Charles-Ferdinand Ramu.
Le Centre de recherche sur les lettres romandes de l'Université de Lausanne est un institut de la Faculté des Lettres. Il a été fondé en 1965 par le professeur Gilbert Guisan. Son but est de travailler à l'étude méthodique et historique de la littérature romande. Il a une vocation académique, donc il est inscrit dans l'enseignement de la Faculté des Lettres par les cours qui sont donnés. Et en même temps, il a une vocation de recherche qui prend différentes directions. La direction éditoriale surtout, axée sur les archives, vu que le centre conserve aussi des archives d'écrivains. Le centre de recherche sur les lettres romandes a commencé, déjà sous la direction de Guisan, à se concentrer beaucoup autour de Ramus et ses proches. C'est les premiers grands travaux du centre ont porté notamment sur les correspondances de Ramus, qui étaient inédites à cette époque. Et c'est vrai que cet auteur, qui est un auteur majeur, ou presque le seul classique de la littérature de Suisse romande du XXe siècle, a encore fait l'objet de plusieurs autres travaux récents, dont l'édition des romans de Ramus dans la bibliothèque de la Pléiade, qui était dirigée par Doré Jacubek, et l'édition des œuvres complètes de Ramus, en 29 volumes aux éditions Zlatkin, que j'ai co-dirigé avec Roger Francillon. Donc ça, c'est vraiment été, disons, un des grands chantiers éditoriaux du centre. Nous sommes dans le ventre de la BCAU ici, c'est-à-dire dans la bibliothèque cantonale universitaire où est abrité le centre de recherche sur les lettres romandes et dans les locaux destinés à la conservation et au stockage des archives. Les cartons qui sont là autour sont des cartons d'archives dans lesquels sont conservés surtout des manuscrits, des correspondances, mais également des volumes, les bibliothèques de certains auteurs, leurs bibliothèques de travail, etc. Donc tout cet ensemble qui constitue au fond notre matière première en termes de travail. Gustave Roux n'est pas du tout un poète de cabinet, quelqu'un qui déciderait de ses recueils en étant dans son bureau et en faisant un plan et en développant de cette manière-là une sorte d'architecture poétique complexe. Il part le plus souvent de ces petites notes prises au vol pour bâtir ensuite des poèmes. Il fait donc du recyclage, mais du recyclage avec une habileté telle qu'on n'en voit plus du tout les pièces ou les morceaux détachés qui sont à l'origine de cet ensemble poétique qui constitue le recueil définitif. Je m'appelle Yatoni. J'habite en Suisse mais je suis français. Je fais du cinéma dans une école et mon dernier devoir c'était de choisir un auteur sur cette liste pour faire un documentaire. Ils sont tous suisses et j'en connais aucun. J'en ai donc choisi un au hasard. Quelques jours plus tard, mon anniversaire arrive. J'ai reçu un billet de 200 francs pour payer une part de mon loyer. J'étais content quand tout d'un coup je vois ce visage dessus. Il me dit quelque chose. Je crois que c'est l'auteur que j'ai choisi. Charles Ferdinand Ramus. Je me dis que ce doit être quelqu'un de connu pour être sur un billet. Du coup, je me renseigne un peu sur lui. J'ai acheté une biographie, mais comme c'est long, j'ai plutôt regardé sur Wikipédia. Je prends quelques notes pour avoir l'air sérieux. Il est né en 1878 à Lausanne. Il a écrit plein de trucs. Il est très inspiré par le cinéma. Du coup, je me dis que j'aurais aucun mal à trouver une idée de documentaire. Ça m'a beaucoup motivé. Mais je me rends compte qu'il est très connu et qu'il a plein de fans en Suisse. Il faut que je lise un de ses livres le plus vite possible. Du coup, je fonce chez un bouquiniste où je me retrouve face à l'étagère dédiée à Ramus. Je sais pas lequel choisir. Du coup, je choisis complètement au hasard. Enfin, plus ou moins. Par exemple, celui-là, il est plutôt mince et il coûte que 5 francs. C'est celui que j'ai choisi. Le passage du poète.